Née il y a 4,5 milliards d'années, cette Terre est aussi vieille que la planète elle-même. L'Australie n'est pas un monde aussi nouveau qu'on pourrait le croire. Lorsque les Européens ont débarqué ici, ils ont considéré cette île comme un pays jeune, une terre à part. Ils étaient pourtant très loin de la vérité. Et pour en percer le mystère, on trouve des indices dispersés aux quatre coins de cette terre brûlée par le soleil. Je m'appelle Richard Smith et je serai votre guide pour découvrir ce pays surprenant. Pour le scientifique que je suis, chaque pierre a une histoire et chaque animal porte en lui le récit d'un combat épique pour la survie de son espèce. Je vous propose un fabuleux voyage à travers le temps sur la plus grande île du monde. Le meilleur endroit qui soit pour mieux comprendre notre planète. De tous les continents, celui qui a conservé le plus de traces de la grande épopée de l'évolution de la vie, c'est celui-ci. Car ici, il suffit de monter en voiture pour remonter jusqu'à l'aube des temps. Le voyage est long de l'Australie ancienne à la civilisation moderne. De la naissance du monde à aujourd'hui, l'histoire a parcouru 4,5 milliards d'années. Imaginons que dans cette voiture, on puisse remonter le temps. J'ai réglé la vitesse à 1 million d'années par minute, ce qui nous fait remonter 60 millions d'années à chaque heure de voyage. Revenir aux origines de l'Australie est un sacré trajet. En voyageant à 1 million d'années par minute, on peut rejoindre les origines du monde en 3 jours. Nous passons par l'Adéen, puis par l'Archéen. Pendant la plus grande partie du trajet, nous avons traversé la petite enfance et l'enfance de l'Australie. Après 70 heures de route, nous voilà au beau milieu d'une adolescence rebelle. Après le Dévonien, le Carbonifère et le Permien, nous entrons dans le Mésozoïque. Le Mésozoïque est l'ère géologique la plus célèbre de la préhistoire. Et pour cause. C'est au cours du Mésozoïque, constitué du Trias, du Jurassique et du Crétacé, que les dinosaures ont régné sur notre planète. Mais malgré cette domination écrasante, les preuves de leur présence en Australie ont longtemps été difficiles à trouver. Jusqu'à aujourd'hui. Explorons d'abord le Trias, il y a entre 251 et 200 millions d'années.
Le Trias, la première des 3 périodes de l'ère mésozoïque, a eu des débuts difficiles. L'extinction du Permien-Trias, l'une des plus catastrophiques que le monde ait connue, était finie. Mais 95% des espèces animales et végétales de notre planète avaient disparu. À Sydney, tout rappelle la période triasique. Le grès, omniprésent, donne son éclat chaleureux aux monuments de pierre et sa forme particulière à la baie. Il est aussi typique de la région que le célèbre Harbour Bridge ou que ses fleurs étranges. Les falaises de grès s'élèvent fièrement devant l'océan Pacifique pour disparaître progressivement dans les reflets dorés du littoral. Sous le sable, des gisements de charbon du Permien fournissent à la ville une importante source d'énergie. Et plus à l'ouest, c'est encore le grès qui constitue le rempart rocheux des montagnes bleues et de la cordillère australienne. Tout cela est l'héritage d'une époque sombre. C'est l'apparition soudaine d'un climat tropical à la fin du Permien qui aurait provoqué le désastre. Le Trias inférieur a commencé par de violents pics de température avant de retrouver une atmosphère plus stable. Mais même dans les périodes calmes, la chaleur était écrasante. Pendant le Trias, le climat était chaud et sec partout sur la planète. L'Australie faisait partie du Gondwana. Et celui-ci était rattaché à un supercontinent encore plus grand, la Pangée, qui englobait tous les pays actuels. Avec un bon 4x4, on aurait pu aller partout où on voulait. Y compris en Australie, même si elle était alors située tout en bas du supercontinent. Bourke, petite ville de la Nouvelle-Galles du Sud, a toujours été très isolée. Au Trias, cette répression aurait été encore plus justifiée, car l'Australie était alors vraiment au bout de la Terre. Après Bourke, ça n'existait pas. Ici, c'était le pôle Sud. À partir d'ici, on remontait forcément. C'était le pôle Sud, mais dans un monde sous effet de serre. Il faisait si chaud sur Terre qu'il n'y avait aucune glace éternelle. Par contre, on trouvait beaucoup de fougères, de ginkgos, de poissons d'eau douce et d'immenses amphibiens carnivores. Certains sillonnaient le ciel, d'autres les mers. Tandis que des lézards, des reptiles mammaliens et les premiers dinosaures arpentaient la terre ferme. Ces dinosaures ont parcouru le sud du Gondwana, même s'ils n'ont laissé aucune trace de leur passage dans l'Australie triasique. Ceci dit, on peut trouver des preuves de leur présence dans d'autres régions, si on sait où chercher. La vieille ville minière de Mount Morgan, dans le Queensland, fait partie des lieux à inspecter. Nous entrons maintenant dans le Jurassique, il y a entre 200 et 146 millions d'années. Autrefois, quand les mineurs extrayaient de l'argile de la colline avoisinante, c'est en fait dans la boue d'un lac du Jurassique qu'ils creusaient. Tout ça est un ancien lac? Oui. Les dinosaures marchaient au-dessus de nous, sur les rives d'un lac peu profond. Sur le plafond, on aperçoit les empreintes de pattes à 3 doigts laissées par les reptiles. Les fantômes mystérieux de ces animaux hantent encore ces grottes. Ah oui.
Ces vestiges de la préhistoire nous aident à nous représenter l'Australie du Jurassique, une période où les forêts et les cours d'eau dominaient le paysage. L'endroit où je me trouve correspond à l'ancien rivage boueux d'un lac. Juste ici, au-dessus de ma tête, un théropode a marché il y a 195 millions d'années et a laissé une magnifique empreinte. C'est superbe. L'Australie est grande, vieille, rouge et plate. Les formations géologiques révèlent difficilement les secrets du Mésozoïque. L'univers végétal dans lequel évoluaient les dinosaures est plus facile à retrouver. On peut encore s'y promener aujourd'hui. Le Mésozoïque a été une période très agréable pour les plantes. La Terre était une sorte d'immense serre, chaude et humide. D'épaisses forêts recouvraient la planète, et le sud du Gondwana ne faisait pas exception. On y trouvait beaucoup de fougères à graines et de ginkgo, et aussi de fougères arborescentes. Celles-ci abondent encore dans les forêts tropicales et les vallées escarpées de l'Australie orientale. Mais les arbres les plus caractéristiques du Mésozoïque dans le monde entier, ce sont les conifères géants. Par chance, certains de ces arbres immenses sont toujours là. Celui-ci est un bunya-bunya du Queensland. Ce qui est remarquable, ce n'est pas seulement sa taille, c'est le fait qu'il n'ait pratiquement pas changé. Le bunya-bunya et le kauri, typiques de l'Australie orientale, sont deux célèbres fossiles vivants de l'époque des dinosaures. Mais en 1994, un autre monstre préhistorique a été découvert, le pin de Wollemi. Un colosse vert de 40 mètres de haut qui se cachait à moins de 200 km de Sydney. Dans ces gorges reculées, une centaine de pins de Wollemi survit encore, dernier représentant d'une des espèces les plus anciennes du monde. Ils sont identiques aux fossiles retrouvés jusque dans l'Antarctique. Aujourd'hui, les grandes forêts de conifères d'Australie ont disparu. Il en subsiste quelques poches qui nous aident à imaginer l'époque où on aurait pu traverser le continent d'est en ouest sans voir un seul arbre à feuilles caduques. À l'époque du Mésozoïque, la Terre ne se repose jamais. Comme une adolescente en pleine croissance, elle évolue constamment. La Pangée est en train de se morceler. L'Australie est maintenant rattachée à une nouvelle version du Gondwana dans l'hémisphère sud. Et vers la fin du Jurassique, un cadeau venu de l'espace modifie encore le paysage. Une météorite atterrit au cœur de l'Australie. Les traces de la collision sont encore visibles aujourd'hui. Pourtant, même s'il reste impressionnant, le cratère de Gossis Bluff, ou Tnorala, comme l'appellent les aborigènes, n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. À l'origine, il mesurait en effet plus de 20 km de diamètre. Mais l'érosion a fait son œuvre. Il ne reste plus que le trou causé par l'impact. En observant ces collines tout autour, on peut cependant imaginer les dégâts considérables que la météorite a dû provoquer dans un rayon de 100 km.
Cette collision n'a pas fait disparaître les dinosaures, mais elle présageait de la catastrophe à venir. Entrons maintenant dans le Crétacé, il y a entre 146 et 65 millions d'années. À l'aube du Crétacé, les dinosaures régnaient en maître sur le continent, d'est en ouest. Au XXIe siècle, on commence enfin à y voir plus clair dans l'histoire des dinosaures australiens. Pendant des siècles, les secrets des côtes du Kimberley, près de Broome, ont été jalousement gardés par des marées à très forte amplitude qui laissent apparaître d'immenses étendues de vase. Devant un tel paysage, on se prend à rêver des créatures primitives qui arpentaient le littoral dans un passé lointain. Superbe. Mais inutile de faire uniquement appel à son imagination. Les géants du Crétacé ont laissé des preuves indéniables de leur présence. Le premier chapitre de la mystérieuse histoire des dinosaures australiens commence ici, sur les plages du Kimberley. À l'époque, une grande forêt côtière descendait vers les plaines inondables et les estuaires qui bordaient la côte. Ce paysage tropical n'était pas très différent d'aujourd'hui, sauf qu'une quinzaine d'espèces de grands dinosaures vivaient ici. D'après les empreintes, on estime que les colosses occupaient environ 100 km de littoral. Ils étaient certainement très nombreux. Même le célèbre stégosaure est passé ici. Cette trace de pattes est l'une des rares que l'on ait retrouvées dans le monde. Mais les empreintes les plus grandes et les plus nombreuses appartiennent à un immense végétarien, le sauropode. On suit le parcours d'un sauropode qui s'est promené ici il y a 132 ou 135 millions d'années. De grosses traces de pattes. Ici, là et encore là. Et au milieu des empreintes plus petites. C'était certainement un bébé qui marchait avec sa mère. Cela dit, on n'est pas sûr que les sauropodes femelles étaient très maternelles. Quand on atteint une telle taille, on n'a pas vraiment besoin d'être protégé par ses parents. Trouver suffisamment de nourriture est bien plus difficile qu'échapper aux prédateurs. Pour la plupart des dinosaures australiens, la vie ne tenait qu'à un fil. Un petit troupeau qui vivait près de Winton, il y a 95 millions d'années, pourrait en témoigner. Cet épisode de la préhistoire est resté en suspens ici, à l'Ark Quarry, le seul site archéologique au monde qui porte les traces d'une course effrénée de dinosaures. Imaginez un jour comme un autre au Crétacé. Il y avait une langue de terre boueuse qui avançait dans un lac, juste là. À un moment, un troupeau de petits dinosaures de différentes espèces est venu se désaltérer. On voit très bien les empreintes d'un carnivore qui devait avoir la taille d'un poulet. Et ici, celle d'un ornithopode, de la taille d'un émeu. Derrière moi, certainement là où se trouve le mur, il y avait une forêt d'arbres fougères et de ginkgo.
Ces forêts épaisses, composées principalement de conifères, étaient très utiles pour s'abriter, trouver de la nourriture et se dissimuler avant d'attaquer ses proies. Au Crétacé, même un dinosaure fatigué ne devait jamais baisser la garde. Mais les empreintes ne nous permettent de reconstituer qu'une partie de la préhistoire. Pour ressusciter les anciens habitants de l'Australie, il faut aussi des ossements. Et ces fameux ossements ont fini par se laisser découvrir. Tiens, Merci. de rien. Ça prend forme doucement, tout doucement. Ils occupent aujourd'hui une place privilégiée dans la vie de l'éleveur David Elliott et de sa femme Judy. Il ne manque plus qu'un morceau? Oui, ça avance super bien. Cette étrange créature posée sur la table de leur cuisine est bien un dinosaure. Ces amas de pierre contiennent de tout petits os. On a appelé ce dinosaure Chucky, qui veut dire poulet, parce que l'animal auquel ces os appartenaient avait à peu près la taille d'un poulet. David et Judy Elliott ne se destinaient pas à une carrière de chasseurs de dinosaures, mais ils sont de plus en plus calés sur la question. Le gisement de dinosaures qu'on va visiter est l'un des plus intéressants que j'ai trouvé. On y a découvert beaucoup d'ossements en très peu de temps. Les Elliott ont découvert l'univers des dinosaures tout à fait par hasard. Un jour, ils ont trébuché sur des ossements sur leur propre terre. C'est cet immense trou? Oui, c'est là. C'est là que tout a commencé. Imaginez ce paysage il y a environ 100 millions d'années. On était au milieu d'une forêt luxuriante. Vers le nord, une grande prairie descendait vers une mer intérieure. De grands fleuves irriguaient la terre et déposaient des alluvions. Petit à petit, la mer était repoussée vers le nord. Le climat était agréable, la nature foisonnante. Les cours d'eau étaient remplis de dipneustes, de tortues, de gros crocodiles et de poissons d'eau douce. Et là-bas, devant nous, il y avait d'immenses conifères, des fougères, des ginkgos, autant d'arbres qui fournissaient de la nourriture aux animaux. D'après ce qu'il a observé jusqu'à maintenant, David est convaincu que les ossements retrouvés correspondent à une espèce bien spécifique. Les dinosaures australiens sont complètement différents. Comme tout ce qui est australien, n'est-ce pas? On est différents, non? Avant que les dinosaures ne pointent leur nez dans cette partie du Queensland, le village de Winton s'était déjà distingué grâce à ce point d'eau qu'on appelle en Australie un billabong. Il aurait inspiré au poète Banjo Paterson, qui aimait écrire sur la vie rurale, la plus célèbre chanson du pays. L'héritage culturel est encore très présent ici. Et à chaque animal découvert, on donne un surnom local. Quand on trouve un dinosaure, on veut que son nom évoque notre région. Et l'un des hommes les plus connus associés à Winton, c'est Banjo Paterson, l'auteur de la chanson Waltzing Matilda. Elle ne danse pas la valse, mais c'est un beau brin de fille. Voici la sauropode Matilda. Elle devait mesurer environ 4 mètres de haut et 18 mètres de long. Cet animal ne se servait pas de ses dents pour tuer. Il avait d'immenses griffes, des pattes énormes qui devaient lui permettre de coincer ses proies et de les déchiqueter. Il avait beaucoup de force. Les spécialistes pensent aujourd'hui que le mouvement de panique observé près du lac Quarry a été provoqué par un de ces dinosaures.
Ce n'est pas l'espace qui manque en Australie. Et après une année particulièrement pluvieuse, le paysage est si verdoyant qu'on imagine facilement des titans préhistoriques traverser la route devant nous. À environ 800 km au sud de Winton, on peut visiter un site très important pour la recherche sur les dinosaures. Il se trouve près du village d'Eromanga. Population 171 habitants. Ici, par une chaude journée d'été, la température peut monter à 47 degrés. Vous l'aurez compris, Eromanga n'est pas un lieu de vacances idéal. Par contre, des ossements ont été retrouvés à 2 pas d'ici, près de Plevna Downs. Comme Judy et David à Winton, les éleveurs Robin et Stuart Mackenzie se sont mis à déterrer les os de créatures qui comptent parmi les plus grandes qui aient jamais vécu sur cette planète. Cet os immense mesure plus de 2 mètres de long. Il provient de la patte d'une espèce encore mal connue de tyrannosaure. Ce grand gaillard a été surnommé Cooper. Cooper a environ 95 millions d'années. Vous avez devant vous le plus grand os du plus grand animal qui ait jamais foulé le sol d'Australie. C'est aussi l'un des plus gros dinosaures du monde. Aussi haut qu'un immeuble, ce colosse de 100 tonnes aurait à peine réussi à passer dans la rue principale d'Eromanga. L'histoire naturelle en Australie est en pleine révolution. Des gisements de dinosaures apparaissent un peu partout dans le Queensland et dans le sud du pays. Ces 10 dernières années, on a retrouvé des centaines d'os de dinosaures, des plus petites espèces aux plus imposantes. Et ça ne va pas s'arrêter là. Maintenant que le train est en marche, ça va continuer dans les décennies à venir. Malgré sa petite taille, Eromanga peut prétendre à une grande renommée. Non seulement elle abrite des ossements de dinosaures, mais elle est aussi la commune australienne la plus éloignée de la mer. Ça n'a pas toujours été le cas. Demandez à un géologue. Il vous dira que le village a donné son nom à la plus grande mer intérieure de l'histoire du continent. Au milieu du Crétacé, le niveau de l'océan, déjà très élevé, a atteint des hauteurs impressionnantes. 200 mètres de plus qu'aujourd'hui. Les vagues ont déferlé jusqu'au centre de l'Australie. Désormais, à Eromanga, c'est la poussière qui prédomine. Le puits a été foré en 1909. La seule source d'eau qui ne se tarit pas est souterraine. C'est le grand bassin artésien. Le trou fait environ 1200 mètres de profondeur. C'est le plus grand bassin souterrain du monde. On a une pression de 11 bars et une température de 100 degrés. Il faut faire très attention quand on est à côté. L'eau est brûlante car elle est réchauffée par la chaleur de la Terre. Et comme elle est restée enfermée pendant 1 million d'années, elle a une drôle d'odeur. Ce n'est pas une vieille eau de mer préhistorique malodorante, mais plutôt une eau douce qui a mis une éternité à traverser la roche poreuse qui formait autrefois l'ancien plancher marin. Sans la mer d'Eromanga, il n'y aurait pas de grand bassin artésien. Ce sont les boues de l'ancien fond de mer qui recouvrent aujourd'hui la partie supérieure du bassin. En dressant une carte des puits qui ont été creusés pour atteindre l'eau, on peut dessiner la silhouette de la mer intérieure. Il y a 120 millions d'années, celle-ci recouvrait environ un quart de l'Australie. Je me dirige maintenant vers la petite ville de Coober Pedy, sur sa rive sud. Ce paysage étrange et mystérieux était autrefois immergé.
Quand les premiers explorateurs européens sont venus ici, certains espéraient découvrir une mer intérieure. Nous savons tous qu'ils ne l'ont pas trouvée, mais leur idée n'était pas si stupide que ça. C'est juste qu'ils sont arrivés 120 millions d'années trop tard. S'ils avaient débarqué à la bonne époque, ils se seraient retrouvés nez à nez avec de gigantesques monstres marins, des reptiles aux dents acérées, comme les plésiosaures et les ichthyosaures. Ces animaux avaient évolué vers une vie terrestre avant de retourner dans l'eau. On sait qu'ils chassaient dans la mer des Romangas et qu'ils y ont disparu. Si on avait pu naviguer dans cet océan préhistorique, on y aurait croisé une foule de créatures. Mais elles n'auraient certainement pas été aussi amicales que ces dauphins. Si on pouvait parcourir les mers il y a 100 millions d'années, on aurait devant nous le même paysage. Mais les animaux seraient encore plus étonnés que nous en nous voyant. Mark Norman et moi avons décidé d'aller à la rencontre d'un des survivants les plus étranges des mers du Crétacé. Ce n'est pas la grande tortue de mer, même si elle existait déjà à l'époque. C'est le nautile. On devrait en voir devant nous. Ce mollusque très ancien n'est pas facile à trouver. De nos jours, il reste tapi dans les récifs de la mer de Corail, à presque 500 mètres de profondeur. Un piège a été installé dans la nuit avec un appât assez inhabituel. Ils aiment bien le poulet, ça les attire. On parle de fossiles vivants pour beaucoup d'espèces. Mais ces animaux très anciens ont traversé 7 grandes périodes d'extinction. Les dinosaures n'ont pas survécu à une seule. Les nautiles et leurs cousins, du haut de leurs 500 millions d'années, sont de formidables survivants. Parmi les parents modernes du nautile, on trouve les calmars, les seiches et les pieuvres. Ce sont tous des céphalopodes, une longue lignée au passé étonnant. Voilà un visage qui nous arrive tout droit de la préhistoire. Des yeux de chaque côté pour voir les proies, 90 tentacules pour les saisir et une bouche pour les manger. Aussi primitif soit-il, ce petit animal du Crétacé se propulse comme un avion à réaction. Il aspire l'eau et la recrache rapidement derrière lui. Les ancêtres lointains de ce nautile étaient des nautiloïdes. On les connaît grâce aux fossiles de leurs coquilles, qui à l'époque étaient de forme allongée. Pendant des centaines de millions d'années, ces animaux ont régné en maîtres dans nos océans. Ils étaient immenses. Certains pouvaient atteindre 10 mètres de long. Ils étaient comme des poteaux téléphoniques géants flottant au milieu de trilobites. Au Crétacé, c'étaient les cousins des nautiloïdes, les ammonites, qui dominaient le monde des mollusques. Et la mer des Romangas en était remplie. Voici un crâne de Chronosaurus queenslandicus, le plus grand prédateur marin de tous les temps. On voit ici son museau et là ses dents immenses, capables de briser des os. Ici, c'est le milieu du crâne, où étaient logés les yeux. Et là où je me trouve, à 2 mètres du museau, c'est l'arrière du crâne. Ce monstre aux dents acérées était une machine à dévorer. Les chercheurs ont même trouvé les traces d'un dernier repas. Ici, nous avons une cage thoracique de Chronosaurus. À l'intérieur de l'estomac, on devine les vertèbres de la dernière proie, un plésiosaure. On voit même encore les pierres d'estomac. Et au-dessus, on a une tortue. Donc il mangeait des plésiosaures et des tortues.
Le Gondwana vivait ses derniers jours. L'Afrique avait depuis longtemps dérivé vers l'ouest. L'Inde venait de se détacher. Et même à l'extrême sud de la planète, la séparation entre l'Australie et l'Antarctique était de plus en plus visible. À la frontière des continents qui s'éloignaient, la croûte terrestre formait un rift riche en lacs, en forêts et en rivières. Mais cette vallée était entièrement située dans le cercle antarctique. Elle était si près du pôle sud qu'une partie de l'été, le soleil ne se couchait jamais. Et l'hiver, elle restait plongée dans le noir pendant des mois. C'est cette ambiance étrange qu'ont trouvé les premiers dinosaures qui sont arrivés dans la région. Depuis plus de 30 ans, le paléontologue Tom Rich cherche des ossements d'animaux qui ont vécu dans ces forêts polaires primitives. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où l'on peut retrouver des dinosaures polaires. C'est pour ça que ce site est très important. L'Australie était l'un des continents les plus isolés du monde à cette époque. Ici, on peut découvrir des choses qu'on ne verra nulle part ailleurs. Les dinosaures comptaient parmi les premiers colons de ces forêts sombres et glaciales. Mais ils n'étaient pas seuls. Même si les reptiles étaient rois des pôles jusqu'aux tropiques, il ne faut pas oublier que d'autres animaux habitaient la planète. Un autre groupe d'animaux hantait ces forêts préhistoriques. Et ils sont toujours là. Il y en a un juste à côté. Les ornithorynques et leurs aïeuls promènent leurs petits museaux dans les billabongs et les cours d'eau australiens depuis 120 millions d'années. La preuve en est gardée dans ce coffre du Muséum de Sydney. C'est un véritable trésor national, la minuscule mâchoire inférieure d'un ancêtre d'ornithorynque. Ce joyau irisé a été découvert dans une mine d'opale de la petite ville de Lightning Ridge. Plusieurs espèces de petits mammifères à la fourrure épaisse chassaient discrètement dans l'ombre des géants. Ils étaient experts dans l'art de la survie. Ils n'avaient pas le choix. Comme tous les empires, le règne des dinosaures a fini par s'effondrer. Ils ont peut-être même vu le désastre arriver s'ils ont levé la tête au bon moment. Lorsqu'une météorite s'écrase dans le Yucatan, au Mexique, à la fin du Crétacé, les effets sont planétaires. Le Gondwana et l'Australie échappent à un impact direct. Mais une heure après la catastrophe, des fragments du plancher sous-marin mexicain projetés vers le ciel retombent un peu partout sur le globe. Par endroits, la Terre se consume dans un immense brasier. Pour les rares dinosaures survivants, les jours sont comptés. Une immense obscurité envahit la planète. De la suie, de la poussière et de la fumée recouvrent tout pendant des mois, des années, peut-être même des décennies. La température descend, les plantes gèlent, les reptiles géants ont disparu. Mais le spectacle est loin d'être fini. Tout comme la crise du Permien-Trias, l'immense cataclysme de la fin du Crétacé a vidé la planète.
Mais cette fois, il n'annonce pas seulement le prochain épisode de l'histoire. Il crée aussi l'ossature de l'Australie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Nous allons pouvoir emprunter la dernière ligne droite avant l'époque moderne. À la fin du Crétacé, le continent australien fait cavalier seul. Les nouvelles vedettes du spectacle sont des mammifères qui doivent se battre pour subsister dans une nature et des climats en constante évolution. Et pour l'homme, c'est maintenant que commence l'aventure.